19h-20h, en direct sur France Bleu Nord et le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Tribune Nord. Toute l'actualité foot. Christian Palka, Maxime Lictefoot. Bonsoir, bienvenue sur France Bleu Nord et son Facebook et le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Tribune Nord, l'émission où l'on revisite l'actualité footballistique de Lille, Lens et Valenciennes. Ce soir, c'est une nouvelle émission spéciale. La semaine passée, nous avions en studio Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille. Et aujourd'hui, nous avons Sylvain Morvan, journaliste, auteur de l'enquête sur les Football Leaks pour le compte de Médiacité. Les Football Leaks qui concernent naturellement Lille, Lens et Valenciennes. On va rajouter aussi Yann Faussurier, notre collègue de France 3 Nord-Pas-de-Calais, qui a participé avec Sylvain Morvan à cette enquête. Voilà, Tribune Nord, c'est une émission animée par votre serviteur et Maxime Lictefoot de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Alors ils sont autour de la table ce soir avec nous. Cédric Van Goten, agent de joueur. Bonsoir. Benoît de Quevauvillers, journaliste à Médiacité et France Bleu Nord. Bonsoir. Jean-Marc Devray de France 3. Bonsoir. Et Sylvain Morvan, qu'on ne présente plus, donc que Christian a parfaitement présenté. Bonsoir. Bonsoir, Sylvain, il sera un peu plus connu qu'en passant par ici, bien évidemment. Le programme, Christian, pour cette 18e émission de la saison. Alors, la première thématique qui sera un peu allongée, je dis ça pour notre ami Vincent Cunat qui réalise l'émission, il sait, mais je le rappelle, elle sera un peu augmentée. Elle sera consacrée aux enquêtes de Médiacité sur les Football Leaks concernant Lille, Lens et Valenciennes. Et dans les deux dernières thématiques, nous reviendrons sur la victoire péniblement acquise de Lille face à Dijon, sur la superbe victoire vendredi soir de Valenciennes 4-0 face à l'AC Ajaccio, et sur l'inquiétante, mais très inquiétante défaite de Lens au Paris Football Club. Voilà Maxime, le programme. On vous rappelle que l'émission Tribune Nord est interactive. Vous nous posez vos questions, vous nous mettez vos commentaires, vos critiques sur les Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais et de France Bleu Nord. Mais avant tout ça, on passe au traditionnel carton. Tribune Nord, les cartons. Vous n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à nous donner vos cartons. Carton bleu, coup de cœur, carton rouge, coup de gueule de la semaine. Christian, je crois que vous commencez avec un carton bleu cette semaine. Ouais, carton bleu, coup de cœur. J'en finis plus de faire des coups de cœur à Valenciennes. Ça va commencer à être une histoire d'amour entre Valenciennes et moi. Alors pourquoi ? Pour la victoire, très belle victoire 4-0 face à l'AC Ajaccio, et particulièrement à deux joueurs. À Julien Masson qui a marqué le dernier but, et parce que c'est un jeune garçon très sympathique. Et en plus, je l'avais interviewé vendredi avec Richard Gott. Je pense que Richard et moi, on lui a porté chance. et aussi, je joins aussi un autre Tony. Si on parle pas de soi, il y a personne qui va le faire pour vous. C'est vrai. Donc moi, vous avez raison. Et puis je joins aussi Tony Mauricio, l'ancien Boulonnais, qui a sur les 4 buts, il y a 3 passes décisives de lui. C'est la première fois cette saison en Ligue 2 que ça arrive. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup Christian pour m'avoir totalement grillé mon carton. Jean-Marc Devray, votre carton cette semaine. Alors moi, ce sera un carton rouge au RC Lens, qui a une nouvelle fois manqué de belle occasion de se rapprocher du trio de tête. Je rappelle que toutes les planètes étaient alignées, puisque Brest avait concédé un match nul. Lorient s'est incliné à domicile, donc il y avait une superbe occasion de revenir à 1 point de Lorient et à 4 points, je crois, ou 6 points de Brest. 6 points de Brest, mais donc rester dans la course pour la montée directe. Et là, effectivement, en perdant largement, sans même jouer à Paris, eh bien, ils se font passer par les Parisiens, ils sont 5e, et donc toujours pas sûrs de jouer les barrages. C'est l'image de cette saison, ils ont manqué vraiment des belles occasions de se rapprocher à chaque fois. 9 points de Brest. Oui, ils auraient été à 6 points en cas de victoire. Excusez-moi. Et surtout, ils auraient pu mettre à distance un concurrent, direct. Ouais. Sylvain Morvan, première dans cette émission, évidemment, votre carton. Alors moi, mon carton, il sera rouge. Ça sera un carton rouge pour Ingla et Lopez, les dirigeants du LOSC. Alors Lille a gagné ce week-end, mais ce week-end il y a eu aussi vendredi les révélations de Médiacité et France 3 à partir des Football Leaks. On a révélé notamment, c'est pas très reluisant, que Ingla et Lopez ont servi de prête-nom à Manchester City pour créer un fonds qui permettait au club de City, Manchester City, de mettre le grappin sur des joueurs jeunes en contournant les règles. Mon carton rouge va à Ingla et Lopez, surtout parce qu'ils nous ont refusé de répondre à nos questions. Ça marche, c'est bien noté. Cédric Van Goten, votre carton.
Un carton bleu alors à Valenciennes et tout particulièrement à Saliou-6. Il m'avait promis un maillot pour Tribune Nord. Voilà, il me l'a donné et il a même fait une petite dédicace pour l'ensemble de l'équipe. Donc merci Saliou, voilà. Et puis bravo à toute l'équipe. Et il vient quand vous voulez, Christian. Bah oui, bah on le fera venir. Il est sympa en plus. Hein. Ouais. C'est très gentil gars. Ah ouais, c'est un bon gars. Il joue bien. Belle passe décisive pour Raspantino sur le premier but. Ouais. Très beau centre pied gauche. Benoît de Quevauvillers, votre carton. Oui, moi je vais mettre un carton rouge à Rudy Garcia, l'ancien entraîneur de Lille et aujourd'hui entraîneur de Marseille, parce que c'est mon copain, vous savez. Oui, je sais, c'est votre grand ami, mais Rudy Garcia, à l'époque du LOSC, bon, il a brillamment remporté le titre en 2011. On va pas revenir là-dessus, mais je pense quand même qu'il avait aussi bénéficié d'une génération dorée. Moi, il faut tout. Hein. Il faut tout pour faire un monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont il avait géré le cas Dimitri Payet à l'époque du LOSC. Rappelez-vous, Payet, Martin. C'est un hockey 5e. Voilà, comme vous les avez baptisés, c'est un hockey 5e. Je pense que Payet, à l'époque de Lille, c'est un garçon qui a du talent. Hein. Techniquement, il apporte des choses, mais il n'a pas l'esprit collectif. Il a des comportements cycliques sur les terrains. Mais il est quoi? Voilà. Et donc, si vous voulez, je pense que Garcia avait mis beaucoup de temps à comprendre que Payet était plus un handicap à Lille qu'un avantage. Et ben là, il vient de revivre la même chose à Marseille. Ouais. C'est-à-dire que tant que Payet a été sur le terrain et qu'il l'a maintenu bec et ongle, eh bien Marseille a connu des matchs très difficiles avec des hauts, des bas, une élimination pitoyable en Coupe d'Europe, etc., etc. Là, Rudy Garcia a enfin décidé de mettre Dimitri Payet sur le banc. Oui. Il était sur le banc depuis plusieurs matchs. Il n'est même pas rentré contre Saint-Etienne. Et bizarrement, Marseille va mieux. Donc, Monsieur Garcia, vous aviez vécu la situation à Lille. Pourquoi l'avez-vous reproduite à Marseille? Je ne veux pas défendre Rudy, mais d'abord, ça va beaucoup mieux. Et je vous rappelle quand même que Payet a été un artisan. C'était de l'équipe de France à l'Euro, je crois. Hein. Oui, mais ça n'a pas duré très longtemps, Payet. C'est ce qu'on appelle une comète. Vous savez, dans le football de haut niveau. Voilà. Ouais. Bon, messieurs, juste pour vous dire qu'on a déjà pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, notamment suite à ces cartons. Je vous en donne deux, notamment Françoise qui nous dit arrêtez de critiquer le LOSC, ça me fait de la peine. Sylvain a un peu critiqué les dirigeants du LOSC, du moins. On n'a pas critiqué le LOSC pour leurs bons résultats sportifs. Elle a rien dit. Comment elle s'appelle, Madame Françoise? Elle a rien dit la semaine passée qu'on avait Galtier. Et je sais pas, il y en a beaucoup. Et ça s'est très bien passé pour Christophe, pour le LOSC et surtout pour nous, tout s'est bien passé. Elle n'a rien dit, Madame Laurent. Non, effectivement. Sylvain voulait réagir. Non, mais surtout, on n'a pas critiqué le LOSC. Hein. Moi, je parlais des rapports de Ingla et Lopez avant le LOSC avec le Manchester City. On va y revenir sur le Football League. Bon, moi, j'avais un carton donc sur Tony Mauricio, un carton bleu. Mais vous avez le droit de le laisser. Puis je réappuie sur Tony Mauricio qui a fait, c'est extraordinaire. 3 passes décisives. Il y en a souvent un par saison qui fait ça en Ligue 2. Pour l'instant, cette année, c'est le seul à l'avoir fait. Et non, je voulais dire que surtout Tony Mauricio, c'est la valeur sûre de Valenciennes depuis le début de saison. Roudet a été un peu blessé, Roba il revient de blessure, mais il avait été blessé également. Raspantino, pareil, n'a pas été toujours à son avantage. Celui qui est le plus régulier, merci, depuis le début de la saison, c'est vraiment Tony Mauricio. Donc voilà, bravo. Et je rajouterais qu'il vient d'un grand club qui avait un grand président. Boulogne avec Jacques Coité. Vous, la brosse à reluire, elle n'est jamais rangée avec vous. Hein. Non. Faut pas laisser sécher le cirage. Absolument. Allez, les cartons sont terminés. On va pouvoir passer à la première partie de l'émission. Tribune Nord, c'est aussi en vidéo sur les Facebook de France Bleu Nord et de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Alors, avec notre invité Sylvain Morvan, qui est journaliste, enquêteur à Médiacité, mais aussi, c'est Benoît qui me l'avait dit, et je vous l'ai demandé, vous avez confirmé, membre fondateur de Médiacité. C'est ça, on est 7 fondateurs, pour la plupart des anciens du journal L'Express, qui avons quitté le journal au moment de son rachat, et nous avons décidé de créer un média indépendant. C'est un média d'investigation dans les villes, donc on existe à Lille, on existe à Nantes, à Toulouse et à Lyon. Je vous vexe pas si je dis, en gros, vous êtes un petit Mediapart. Ah non, ça ne nous vexe pas du tout. D'ailleurs, on est partenaire de Mediapart et c'est Mediapart qui nous a donné justement l'accès aux documents Football Leaks. Alors, une enquête, on va le rappeler quand même, parce qu'il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Il y a vous et il y a Yann Faussurier de France 3, un collègue à vous. Hein, oui, qui a fait un excellent travail. Bon, moi, je n'ai pas toujours été copain avec Yann Faussurier, on se connaît bien, j'ai de bons rapports avec lui. Mais je reconnais que c'est un enquêteur, voilà, c'est un vrai enquêteur, un véritable enquêteur. Il passait parfois des nuits sur Internet pour chercher les fameux documents que Sylvain doit connaître aussi. Comme Benoît est un véritable enquêteur, je le dis, parce que journaliste, c'est un métier, enquêteur, c'est un métier, mais c'est déjà un métier le travail est un peu différent. Voilà. Alors, expliquez-nous, Sylvain,
très vite, Football Leaks, c'est quoi exactement ? Alors, c'est une fuite de documents, la plus grande de l'histoire du journalisme. C'est 70 millions de documents, hein, donc c'est pas rien. Des documents qui sont liés au milieu du football, qui ont été récupérés au départ par le journal allemand Le Spiegel, et qui ont ensuite été transmis par Mediapart à donc Médiacité et France 3 Hauts-de-France. Et donc, c'est Yann Fossurier pour France 3 et donc moi pour Médiacité qui avons analysé ces documents pour la partie Hauts-de-France. Donc, on s'est intéressé spécifiquement aux clubs de Lille, de Lens et de Valenciennes. Et tout, alors, et c'est là et c'est pour ça que Madame Françoise, elle peut pas nous dire que on est contre Lille et tout. Les trois clubs ont une petite histoire. Les trois clubs ont une histoire d'amour avec le Football League. Oui, plus ou moins. Oui. Et je pense, et c'est parce qu'on est dans le Nord-Pas-de-Calais et qu'on s'est pas occupé. Mais je pense qu'il y a beaucoup de clubs en France qui. Oui, et d'ailleurs, on continue à Médiacité. Hein. Cette semaine, on s'intéresse au club de Lyon et ce matin, on a sorti un article sur Bordeaux et un projet de rachat du club de Bordeaux par Zidane et par un conglomérat chinois. Je ne rentre pas dans les détails, mais tout ça pour dire qu'on ne s'intéresse pas uniquement au club du Nord. Oui, il n'y a pas comment dire, une envie de faire tomber particulièrement le LOSC et dirigeant de Lens. On va commencer à parler sur Football League du LOSC. Et après, on passera à Lens et puis Valenciennes. Benoît. Oui, moi je voudrais quand même préciser que ce qui est très intéressant dans ces papiers qui sont parus la semaine dernière, tout au long de la semaine, de lundi à vendredi, sur le site Médiacité, c'est que les supporters ont quand même une passion indéfectible pour leur club. Ils ont une passion pour le club, mais aussi pour l'histoire du club, pour l'image du club. Et rappelez-vous quand même, quand Michel Sédou voulait vendre le LOSC, Michel Sédou le premier le disait, je ne veux pas vendre n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe qui. Et les supporters, beaucoup de supporters, aiment savoir quand même, j'ai envie de dire, si leur club a les mains propres. Si ce qui s'y passe, parce que eux, ils y passent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup d'investissement, eh ben, ils veulent savoir pour beaucoup ce qui s'y trame. Et quelle est l'identité ? Qu'est-ce qui se trame derrière les gens qui rachètent leur club ? Christian, personne n'a que les mains blanches immaculées. On touche une porte, on salit un peu. Mais juste pour terminer, on est quand même, vous l'avez remarqué, en pleine mondialisation, et le football n'échappe pas à la règle. Il y a des investisseurs qui viennent aujourd'hui de partout, de tous les continents, avec des capitaux parfois plus ou moins transparents, plus ou moins clairs, plus ou moins honnêtes. Et je pense que la moindre des choses pour les supporters qui aiment leur club et leur maillot, c'est de savoir qu'est-ce qui s'y trame dans les coulisses. Allez-y, Christian. Une chose qu'on n'a pas dit, qu'il faut dire, c'est important, parce qu'on parle de Médiacité. Tous les gens ne savent pas ce que c'est. Expliquez, Benoît, on s'abonne. Il suffit d'avoir un ordinateur. Hein. Ben voilà, on va sur médiacité.fr et puis on s'abonne, c'est pas cher. Enfin, Sylvain peut en parler mieux que moi, c'est lui qui l'a. C'est surtout important de s'abonner parce qu'on est un site sans publicité, indépendant, donc il n'y a pas de milliardaires en coulisses et donc on ne vit que par les abonnements. Donc c'est notre seule source de revenus. D'accord. Alors maintenant, quand vous enquêtez, vous mettez un carton rouge à Marc Ingler et à Gérard Lopez. Naturellement, les gars, ils vous connaissent. Ils savent pourquoi vous appelez. J'ai envie de dire, leur réaction, elle est tout à fait normale, quoi. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faudrait répondre justement par respect pour aussi les supporters, les personnes qui aiment le club. Pour moi, c'est une question de transparence. Donc répondre aux journalistes, c'est important, ouais. Oui. Si dès l'instant où vous demandez vous soupçonnez quelqu'un d'avoir commis un crime, si vous lui dites commis un crime, le mec il va dire non, pas du tout. C'est un peu ça, c'est ça. Moi je trouve et c'est pour ça que je salue votre travail parce que c'est compliqué. C'est compliqué d'aller chercher sans avoir vraiment être sûr que ce soit vrai, quoi. Ah mais là, pour ce qu'on a révélé, on est totalement sûr. On a même sorti les preuves. On a des articles où on a mis les documents à l'intérieur. Donc notamment pour l'affaire dont je vous parlais en début d'émission, le fait que Ingler et Lopez aient servi de prête-nom aux dirigeants de Manchester City pour créer un fonds qui servait à contourner les règles et à acheter discrètement des jeunes joueurs. Tout ça, on l'a prouvé. On a tous les documents. Et c'est tellement prouvé que la fédération anglaise a décidé d'enquêter suite à nos révélations. Et le club de Manchester City est, entre guillemets, dans la tourmente suite à ces révélations. Donc tout ça est prouvé. On ne sort pas une affaire si c'est juste des soupçons. Parce que contourner les règles, naturellement, ça c'est interdit. C'est interdit. Mais le reste, les achats, moi j'ai lu que, si j'ai bien lu, on va pouvoir bientôt
détenir, en investissant, une partie de joueurs. Non, alors ça, c'était une pratique qui était répandue. Voilà, c'était une pratique qui était répandue avant son interdiction en 2015, et c'était vraiment le dada de nos amis Lopez et Ingla. Comme un cheval, comme on peut acheter une patte à un cheval. C'était de l'achat à la découpe, en fait. Ouais. Ça a été vraiment très critiqué. Il y avait un joueur, pour que les auditeurs, par exemple, situent bien les choses, Geoffrey Kondogbia, qui a été formé au Racing Club de Lens, qui est passé par l'Inter Milan, qui aujourd'hui est en Espagne. Bah, ce garçon, à un moment donné, il appartenait à des fonds de pension, une jambe par-ci, une jambe par-là, un bras par-ci, un bras par-là. Comme on dit chez nous, il y avait une jambe à Hasbrook et l'autre à Tettegem. Voilà. C'est quelque chose qui est très répandu, notamment chez les joueurs sud-américains. Je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que Carlos Tevez a longtemps été détenu par des titres de tierce propriété par différents fonds d'investissement. C'est ce que j'allais dire, c'était très répandu en Amérique du Sud. Et du jour où ça a été arrêté en mai 2015, il me semble, de mémoire, c'est là où les gens qui avaient envie de faire ce trading se sont retournés vers l'achat de clubs. Parce qu'ils ne pouvaient plus le faire par la tierce propriété qui était dorénavant interdit par la FIFA. Et donc, pour continuer un peu à mettre en valeur des gens sur lesquels ils comptaient, ils se sont retournés vers l'achat de clubs. Et c'est là où maintenant on a des multiplications d'achats de clubs par des fonds un peu partout. Je vous avais demandé de venir parce que je vais avoir mon quart d'heure, je le sens bien. Oui, mais les agents de joueurs, ils sont pas exempts de tout reproche dans cette affaire-là. Je m'inscris en faux. Monsieur Valka. Non, parce que j'ai bien lu les papiers aussi là toute cette semaine, notamment dans l'équipe. J'ai rarement vu un agent licencié FFF, entre guillemets, trempé là-dedans. C'est plutôt des gens qui se disent agents, mais par contre en France, où on a une profession qui est réglementée, tout comme celle des avocats, des notaires, des huissiers, des agents d'assurance, on respecte plutôt les règles. Et d'ailleurs, il y a un exemple qui est donné dans un des papiers de Médiacité, c'est Tisserand, la prolongation Tisserand à Monaco. Qui est à Lens, qui joue à Lens. Il y avait un agent un agent licencié FFF qui avait un mandat en bonne et due forme, et il a été complètement contourné par des gens qui ne sont pas agents, et ça a permis, d'après Médiacité, pas d'après moi, je prends mes précautions, d'après Médiacité, à donner des surprimes par rapport à ce que l'agent avait droit. Benoît. Ah oui, alors pour bien refixer le débat, Christian, c'est que en toile de fond de tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben, il y a la question simple. Est-ce que aujourd'hui les gens qui rachètent des clubs le font dans l'intérêt des clubs, ou est-ce qu'ils le font dans leur intérêt personnel pour pouvoir valoriser des joueurs, des jeunes joueurs à la vente et à la revente ? C'est ça la question fondamentale qu'il y a autour de cette problématique. Revenons sur l'exemple de Lille. Et encore une fois, je ne veux pas me faire l'avocat de Marc Ingler et Gérard Lopez, mais prenons Lille, qui fait actuellement un beau spectacle. On est d'accord que c'est ça le plus important. Il faut que le spectacle, pour que le public qui paye sa place voit un beau spectacle. Mais pour faire un beau spectacle, il faut des artistes, il faut des joueurs qui sont capables de le faire. Ça coûte cher. Maintenant, il n'est plus question d'aller chercher de l'argent dans les municipalités. D'abord, ça dépasse tout entendement. De toute façon, c'est plus autorisé par la loi. Donc ça, c'est réglé. Donc, il faut bien que le propriétaire, quelqu'un qui investit, qui s'y retrouve. Forcément qu'ils veulent gagner de l'argent. Il n'y a rien qui marche si on ne gagne pas d'argent. Non, mais je suis d'accord, mais il y a gagner de l'argent et gagner de l'argent. C'est-à-dire que, ou d'un côté, vous avez une politique pour assurer et pérenniser les finances de votre club, ou est-ce que vous êtes là pour faire des produits financiers ? Est-ce que vous êtes là pour gagner énormément d'argent ? Vous savez qu'un président de club, il a besoin de vendre un ou deux jeunes parce qu'à un moment donné, la carrière du jeune, elle est prédestinée à aller dans un grand club et que lui, du coup, il en tire du profit pour assurer les finances de son club ? Ou est-ce qu'il est là un peu comme une poulinière avec que des jeunes joueurs ? Excusez-moi, on l'a quand même vu à Lille l'année dernière, où c'était que des jeunes dans le projet Bielsa, et ils ont bien failli quand même sentir le vent du boulet, mais où l'objectif, alors oui, les bons résultats de l'équipe en championnat, c'est important, mais c'est pas une finalité. La finalité, c'est qu'individuellement, les joueurs prennent une cote, une surcote, pour à un moment donné être vendus ailleurs et rentrer, amasser énormément d'argent dans les caisses du club. Sylvain, pas dans les caisses du club, pardon, dans les caisses des actionnaires, voilà, parce qu'ils passent par des sociétés intermédiaires, etc. Qui partner.
C'est une société qui a été montée par Mark Ingler. Voilà, ça c'est encore avant le LOSC. Kick Partners, c'était une société encore d'Ingler et Lopez, une société d'agents de joueurs qui devait posséder, c'était l'objectif, 500 joueurs. Enfin, pas posséder, mais être l'agent de 500 joueurs, prendre 5 à 10% du marché mondial. Le problème, c'est que... Le marché mondial qui est fixé, j'ai vu, à 500 millions. Voilà, c'est ça. C'est énorme. C'est énorme. Et le problème dans ce cas-là, c'est que Ingler et Lopez investissaient aussi en tierce propriété. Donc il y avait des joueurs et des Brésiliens essentiellement qui étaient à la fois possédés en partie par le fonds de Lopez. Et en même temps, leur agent était aussi lié économiquement à Ingler et Lopez. Donc ça fait tout un système où les joueurs sont victimes puisque le conflit d'intérêts est flagrant et on peut penser que l'agent va être tenté de privilégier l'investisseur plutôt que la carrière du joueur. Donc tout ça, c'est encore une fois un football qui est devenu très différent, qui est mondialisé, où les clubs aussi ont perdu leur ancrage local. Et je suis pas vraiment d'accord avec ce que vous dites quand vous dites que ce qui compte c'est le spectacle. Pour moi c'est aussi le supplément d'âme, le fait que le club il a un ancrage local, que les joueurs restent longtemps dans leur club et les supporters aiment les joueurs fidèles aussi. Oui, je suis d'accord avec vous, mais le spectacle quand même c'est maintenant important. Mais pas à tout prix, Christian. Pas à tout prix, je suis pas d'accord. à tout prix, parce que prenez juste un mot avant que Jean-Marc s'exprime, c'est que prenez l'exemple de Monaco. Monaco a fait rêver avec ce système-là jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions, mais Monaco a aussi été dans la tourmente il n'y a pas si longtemps que ça. Ils reviennent. Voilà. Et est-ce que c'est moral que Monaco puisse changer complètement son effectif au mois de janvier pour fausser les règles du championnat? On peut se poser ces questions-là. Ce sont les règles c'est pas fausser les règles du championnat, c'est les règles les règles morales du championnat. Les règles morales. On va, allez-y. Non, mais sans compter aussi que Monaco ne bénéficie pas du même régime fiscal que les autres clubs. Ça c'est pas dit hier. On va y revenir sur Monaco avec l'affaire de notre ami Jean-Raymond Legrand. Mais vous voulez dire quelque chose, Jean-Marc? Oui, enfin, c'est plus une question que j'adresse à Sylvain. C'est bon, ce genre de pratiques qui, sur un plan moral, sont quand même un petit peu contestables, effectivement. Mais est-ce qu'elles ne sont pas légales? C'est un peu comme l'histoire des gens riches qui ne payent pas leurs impôts en France. C'est légal. Mais sur un plan moral, c'est condamnable. Est-ce que c'est un peu la même chose? L'optimisation fiscale, c'est légal, ouais, exactement. Alors, tout dépend des affaires, mais pour celles qui concernent Ingler, Lopez et Manchester City, là, ça sera à la fédération d'en juger. Ce qu'on peut dire, c'est que les Football League, ça a un impact très concret, que City, aujourd'hui, est menacé d'exclusion de la Ligue des Champions par rapport au fait qu'ils aient... comment on peut dire ça, fraudé par rapport au fair play financier en déguisant des subventions qui venaient de leurs propriétaires. Mais ça sont des sanctions sportives. Mais est-ce qu'il peut y avoir des sanctions juridiques ou pénales? Alors ça c'est vraiment pas à moi d'en juger. Alors, moi je mets les faits sur la table et après ça sera à la justice de trancher. On va arrêter de Lille parce qu'il n'y a pas que Lille dans cette affaire. Il y a aussi il y a tous les clubs français. Hein. Ouais. Mais dans le Nord, Pas-de-Calais, il y a aussi Valenciennes et notamment. Alors ça, quand j'ai vu ça, j'ai tombé un peu des nues. Jean-Raymond Legrand, le brave Jean-Raymond qui venait souvent ici, qu'on aime bien ici. Mais je ne pensais pas qu'il était... apparemment, qui est quand même un peu retors. J'ai même vu un moment, si j'ai bien lu, qu'il était la top de Monaco au sein de la Ligue professionnelle de football. J'ai bien compris comme ça, hein? Alors c'est ça, le problème, c'est que Valenciennes, à l'époque, on est en 2013 et 2014, le club est aux abois financièrement. Et donc Jean-Raymond Legrand va solliciter le club de Monaco pour obtenir de l'aide. Alors, comment ça va se concrétiser? Concrètement, en 2013, Valenciennes vend Nicolas Zimat-Mirin à Monaco. Et en 2014, ça va être une promesse d'achat de l'Inse Rose pour 6 millions d'euros qui va être signée par Vassiliev. Et ça va permettre à Jean-Raymond de passer le cap. À la DNCG. En échange, que fait Jean-Raymond Legrand? Il va informer Vassiliev et il va informer les dirigeants de Monaco d'une tentative de boycott notamment qui émerge parmi plusieurs clubs de Ligue 1 qui vont dire nous on veut plus jouer contre Monaco parce que Monaco bénéficie d'un avantage fiscal. Voilà. Mais à quoi ça a servi? On peut dire que c'est un échange de bons procédés ou c'est quelque chose qui certes est peut-être qu'on peut juger immoral, mais est-ce que c'est illégal?
Alors, non, il s'agit vraiment d'une question de moralité. Transférer les. En fait, si vous voulez, Jean-Raymond Legrand a sollicité les clubs pour savoir ce qu'ils pensaient du régime fiscal dont bénéficiait Monaco. Et, il lui a fait un compte rendu. Et un président de club que je ne vais pas citer a proposé un projet de boycott des matchs contre Monaco. Lui a transféré ce courriel à Monaco. Donc voilà, vous voyez, c'est le fait d'être un informateur. C'était un agent double. C'était un agent double. Non, mais pour reprendre la question, si je peux me permettre, reprendre la question de Jean-Marc, il n'y a rien de répréhensible là-dedans, puisque finalement, que ce soit ici Matt Mirin ou Lindsay Rose, ils ont quand même été vendus avant le passage en DNCG pour. Et en plus, il n'est pas parti à ce moment-là. Et en plus, il est parti 2 mois plus tard à Lyon. Sylvain, pas pour 6 millions. Et en plus, Sylvain, ça a servi à quoi à Monaco de savoir qu'il y avait une tentative de boycott certains clubs français pour lutter contre les avantages fiscaux de Monaco. Et puis ça a servi à quoi après de savoir des petits trucs qu'ils auraient su quand même, quoi, aussi bien. Ben non, le problème, c'est qu'à l'époque, il y a vraiment il n'a pas fait changer une décision. Il n'a pas fait changer une décision, Jean-Raymond Legrand. Non, pas lui seul, mais si vous voulez, Monaco a réussi à faire inverser la tendance. À l'époque, la Ligue voulait obliger tous les clubs à avoir leur siège social sur le territoire français. Oui. Il a ensuite été question de faire payer une sorte de comment dire, une amende, ou plutôt non, je dirais une somme, 50 millions d'euros à Monaco. Finalement, ça a été annulé. Au final, la Ligue accepte que Monaco ne soit pas sur le territoire français, bénéficie d'avantages fiscaux, alors qu'à l'époque, il y avait une vive contestation contre le club de Monaco. Maintenant, plus personne n'en parle. Il faut aller très vite là, parce que allez-y. Ouais, juste un petit mot, parce que je vois sur les réseaux sociaux, je le suis avec Maxime, totalement. Beaucoup d'internautes qui se disent, mais pourquoi vous nous parlez de Jean-Raymond Legrand, c'était avant, Ingla et Lopez, ils ont fait ça en 2012. Non, mais je voudrais quand même leur répondre que tout ça, c'est l'évolution de leur football et de notre football. Je vais vous donner un tout petit exemple. Aujourd'hui, quand un agent de joueur par exemple, il a agent de 4 joueurs qui sont dans la même équipe, dans le même vestiaire, vous vous rendez pas compte du poids que cet agent a sur l'entraîneur. Parce que si à un moment donné il dit à ses joueurs, vous coulez l'entraîneur, vous perdez des... Bon voilà. Donc c'est exact. On remet en perspective sur l'évolution du foot. Ma vraie problématique maintenant, elle est très importante, c'est qu'on a un retard considérable et on doit encore faire le Football League de Lens. Si je ne fais pas Lens, je vais me faire tuer. Les auditeurs vont dire... on va le faire. On va le faire tout de suite. On rappelle juste qu'on est avec Sylvain Morvan de Médiacité, qui a donc participé à l'enquête et qui a rédigé de nombreuses enquêtes à propos des Football Leagues. Et je dis ça pour les internautes qui nous rejoignent en route et qui nous demandent qui est notre interlocuteur. Voilà, vous l'avez sur le bandeau du Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais et de France Bleu Nord. Sylvain Morvan de Médiacité. On aurait dû faire une émission uniquement consacrée à ça. Alors Lens, c'est le projet Charbon. Ça tombe bien. Projet Charbon. Alors, je vais aller vite parce qu'on est en retard, et comme ça, en même temps, les personnes qui nous écoutent pourront aller lire l'article sur le site de Médiacité, et ça m'arrange aussi. En gros, nos documents montrent comment en fait l'Atlético Madrid est arrivé dans le projet lensois. D'abord pour venir en appui de Mamadov, qui était lié à l'Atlético Madrid par un contrat de sponsoring. Finalement, au dernier moment, Mamadov s'est retiré et n'a pas signé. Et en fait, l'Atlético Madrid a accepté quand même d'entrer au capital de Lens, mais en signant à reculons. Et en fait, on détaille tout ça. C'est intéressant parce que l'épisode est totalement rocambolesque et ça explique un petit peu le manque d'implication de l'Atlético, qui n'était pas venu pour ça au final. Les dirigeants de l'Atlético sont très peu venus au conseil d'administration. On révèle aussi qu'il y a eu un projet d'ouverture du capital très vite, 2 mois plus tard, avec des investisseurs chinois. Et tout ça qui ont été très précautionneux et n'ont pas du tout voulu investir dans Lens parce qu'on leur demandait trop d'argent, entre guillemets. Voilà, tout ça montre vraiment la grande instabilité du club à ce moment-là et vraiment la faible implication des dirigeants de l'Atlético Madrid. Dernière petite question, ça va aller, votre réponse elle va être rapide. Vous avez mis un carton rouge à Gérard Lopez et à Marc Ingla. Est-ce que Jean-Raymond Legrand vous a répondu, et est-ce que Gervais Martel vous a répondu? Alors, Gervais Martel nous a pas répondu. Jean-Raymond Legrand nous a répondu. En effet, il a dit qu'il ne... Ça, c'est tout Jean-Raymond. On le reconnaît bien, là.
Joseph Ougourlian vous a répondu très longuement. Voilà, exactement. Mais Jean-Raymond Legrand, lui, dit qu'il ne se souvient pas avoir transmis des mails aux dirigeants de Monaco. On est à peu près du même âge. On a des pertes de mémoire, hein, des fois en vieillissant. Bon, voilà, il est 19h. Je me permets juste de faire une remarque pour François qui nous disait à quand une enquête sur l'aide de la région qui a permis de sauver Lens. Et ben, je tiens à dire à cet internaute, à François, que vous parlez justement dans vos enquêtes en 2 volets sur le RC Lens cette semaine de cette fameuse aide de la région qui a permis d'aider grandement le RC Lens. Tout ça est évoqué dans l'article. Donc il faut aller les voir. Vous tapez sur Médiacité, ça coûte vraiment pas cher l'abonnement et vous avez plein de trucs, pas seulement sur le football, hein, naturellement. Voilà, il est 19h34. Et ben, écoutez, là c'est dans moins d'un quart d'heure la revue du net. La revue du net, on fera rapide la revue du net. On parlera de Rio Mavuba. On parlera aussi du champion du monde Benjamin Pavard et puis de Younous Sankaré, éphémère joueur lillois mais qui est dans l'actualité aujourd'hui. Tribune, LOSC, Christian Palka, Maxime Lichtvoet. Alors, vous avez compris qu'on va tout accélérer, donc on va passer au LOSC, mais là au LOSC sur la victoire. Le résultat de ce week-end. Alors, le petit tour de table. Maxime Lichtvoet, France 3 Nord Pas-de-Calais. Benoît de Quevauvillers, France Bleu Nord et Médiacité, parce que Benoît travaille pour Médiacité. Cédric Van Gotham qui travaille pour personne, agent de joueur. Pour moi-même, c'est déjà beaucoup. Sylvain Morvan, Médiacité, fondateur de Médiacité avec 6 autres personnes. Jean-Marc Devray, France 3 Nord Pas-de-Calais. Et voilà. Et donc on passe à Lille. Lille, victoire peu convaincante. C'est peu convaincante. Étriqué. Mais j'ai envie de dire, est-ce que victoire de champion. Est-ce que c'est un véritable avantage de gagner, même qu'on n'est pas capable de gagner, qu'on a du mal à gagner, ou est-ce inquiétant de savoir qu'on a du mal à battre Dijon? On a posé la question à Christophe Galtier, il a répondu à chaque match la vérité. Donc Saint-Etienne, ce sera autre chose, Monaco, PSG, enfin les futurs adversaires de Lille. Lui, il était content d'avoir pris 3 points. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Ils ont du mal à domicile contre des blocs bas. Lui, il en a tiré une autre conclusion. Il a dit, on a gagné 1-0 contre Dijon. Lyon a battu 5-1 Toulouse. Voilà la différence entre Lyon et Lille aujourd'hui. Lyon est plus armé contre ce genre d'adversaire et globalement plus armé. Après, on a 5 points d'avance au classement. Donc tout est possible. 4, sauf erreur. On est à 4 points sauf erreur. 5 et même 6 grâce à la différence de but qui est nettement favorable à Lille. Même si Lyon a gagné 5 hier. Ouais. Non mais par contre, moi je pense que c'est quand même une victoire importante parce que exactement le même type de match en novembre-décembre, ils le gagnaient pas. On l'a vu contre Toulouse, on l'a vu contre Reims. Et là, ils l'ont gagné. Donc il y a du mieux quand même. Même si c'était pas génial, c'était pas beau, mais c'est plus efficace qu'il y a quelques mois. De toute façon, on a eu le droit exactement au type de match qu'on s'attendait. Le deuxième contre le 19e, on a vu que les équipes mal classées venaient quand même pour défendre. Donc voilà, c'était ça. Mais cette fois-ci, effectivement, le LOSC s'en est sorti, mais avec un peu de réussite. Excusez-moi, le PSG... il se retrouve par rapport à lui tous les week-ends face à des équipes mal classées et ils arrivent quand même à c'est pas le même niveau quand même entre le PSG. C'est vrai, il y a d'autres choses quand même plus inquiétantes. C'est que je trouve que Nicolas Pepe est un peu moins bien. Je trouve que Bamba bien compensé par Jonathan Iconé ces dernières semaines. Oui, mais Bamba, lui, est sur le banc parce qu'il est nettement moins bien. Luis Araujo, je suis pas hyper convaincu qu'il apporte énormément de solutions offensives. Moi, j'ai de la sympathie pour lui, mais c'est vrai qu'il marque pas des points. Léao, dès qu'il est muselé, le gamin, on le voit plus parce qu'il est encore jeune. Il a besoin de mûrir, lui, pendant 12 mois, 18 mois avant de devenir beaucoup plus percutant. C'est ça qui m'inquiète le plus. Comme le vin. C'est qu'en face, quand les défenses vont être un peu plus solides que celles de Dijon, ça peut coincer. Un petit avantage, moi j'ai trouvé qu'il va y avoir un avantage qui n'aurait pas existé il y a encore un mois, c'est que Lyon va devoir rencontrer Marseille. Non, puis attendez. Et c'est plus le même Marseille. Et puis Lyon. C'est plus le même Marseille. Christian, Lyon déjà va jouer à Barcelone. Le match avant, le match après de championnat, j'attends de voir les résultats. Je peux vous dire que ça va être compliqué. Le calendrier sur les 5 prochaines journées de championnat, je vous donne pas les détails, mais sachez globalement que pour Lille comme pour Lyon, ça va être très compliqué parce que Lille joue d'un côté Saint-Etienne, Monaco et le PSG entre autres en 5 journées de championnat. Lyon joue Montpellier, Rennes, Nantes, mais certes, il y aura le match du Barça intercalé entre tous ces matchs-là. Du point de vue du calendrier, à court moyen terme, Lyon est un peu avantagé en Ligue 1, mais ils ont la Ligue des Champions. Et puis, ils doivent rencontrer Marseille. Oui, c'est plus tard. C'est dans un second temps. Ils ont encore la Coupe de France. Ouais, exactement.
Ouais, ça fait. Je pensais comme un peu tôt pour se pencher sur les calendriers. En tout cas, ce qui est important, c'est que ça fait une journée de moins. Le LOSC a toujours le même avantage, et puis surtout, ils sont maîtres de la situation, puisque Christophe Galtier l'a dit. Il a dit la seule équipe qui peut nous empêcher d'être deuxième, c'est nous-mêmes. Exactement. Ouais, voilà. Mais ils vont devoir, voilà, être plus performants contre. Mais trouver un remède face à ces blocs bas, parce que pour l'instant, c'est vrai que les flèches individuelles, elles marchent un tout petit peu moins ces derniers temps. Sauf que ce sera peut-être plus simple de jouer Monaco, Paris, Saint-Etienne et Lyon, parce qu'en face, ça va jouer. Ouais. Ah bah c'est ce que Galtier a dit. Galtier, il a été très clair. Il a dit, voilà, on va jouer des adversaires qui jouent, qui vont vouloir nous battre. Et c'est pour ça que Lille est mieux à l'extérieur, parce qu'en face, c'est obligé de jouer. De toute façon, la qualité principale de cette équipe, c'est le contre. Avec la vitesse des trois devant, enfin, ils sont plus trois maintenant. Bon, joue moins, mais c'est de récupérer le ballon et de sortir très vite. C'est sûr que quand vous jouez avec des Dijonnais qui vous font le mur de Bourgogne devant le but, devant leur gardien, ben voilà, trouver les espaces, c'est compliqué. À Saint-Etienne, Saint-Etienne, c'est un très gros test. C'est un très gros test, voilà, c'est dimanche. Puis la dernière, ils avaient pris une claque 5-0 lors de la dernière journée. C'était le dernier match. Donc ils vont avoir envie de montrer si c'est une équipe qui peut prétendre à la deuxième place. Moi, je pense que oui. Mais Lille ? Oui. Ah bah oui, pour moi, bien évidemment. Mais il faudra quand même que Lyon trébuche un petit peu. Parce que les Lyonnais, c'est quand même une sacrée formation. Ouais. Ceux qui ont regardé Lyon-Barcelone, ce 0-0, même un tout petit peu chanceux, parce que Barcelone a quand même beaucoup échoué dans la surface lyonnaise, mais ils ont fait, les Lyonnais, un match incroyable, un match de très très haut niveau que les Lillois nous ont jamais proposé à l'heure d'aujourd'hui. Et en plus, ils ont l'expérience des dernières lignes droites en jeu. Lyon. Tous les ans, depuis 15 ans, ils jouent des dernières lignes droites en jeu, ce qui n'est pas vrai pour Lille. Attendez, les jeunes joueurs de Lille, ils ont peut-être pas l'expérience, mais ils ont comme l'insouciance, il en a parlé, Christophe Galtier. Sauf que là, il y a une baisse de régime, donc l'insouciance, elle a pour l'insouciance, il y a un avantage et un inconvénient, mais il y a aussi des avantages. Ils ont peur de rien. Allez, dans un quart d'heure, Christian, ce sera le pas de capif. Sur quel match va-t-on pronostiquer ? Quel match ? Alors, on va pronostiquer sur Brest-Valenciennes, c'est vendredi en Ligue 2. Sur Lens-Auxerre, c'est samedi à 15h en Ligue 2. Et sur Saint-Etienne-Lille, c'est dimanche à 15h en Ligue 1. Voilà. Tribune Nord, le tour du net. Allez, la revue du net, Maxime, on y est. On va faire que 2 infos pour avoir un peu plus de temps pour parler sur Valenciennes et sur Lens. Une interview qui est tombée sur Planète Lille, un site notamment de supporters lillois, je dis ça vite pour simplifier, où on a appris que Rio Mavuba pourrait éventuellement revenir au LOSC assez rapidement en tant qu'entraîneur, évidemment pas comme joueur, et pourquoi pas entraîneur des équipes de jeunes. Il a expliqué donc à nos confrères de Planète Lille qu'il était retourné vivre à Bordeaux, que pendant qu'il était consultant pour RMC Sport, il était en train de passer ses diplômes d'entraîneur et que voilà, revenir en tant qu'entraîner une équipe de jeunes l'intéresserait. On rappelle qu'il y a Nicolas Anelka qui conseille notamment les attaquants des équipes de jeunes du LOSC. Et toujours à Lille, oui. Voilà. Et la deuxième information que je vais vous développer, elle est un peu plus, on va dire, elle prête à sourire, même si c'est une affaire de santé. Younous Sankaré, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce joueur. Il joue à Bordeaux, il a joué à Lille pendant une saison. Il a été formé à Valenciennes à un moment. Exactement. Et bien, sachez qu'il est un peu la coqueluche de Twitter depuis ce matin. Ça fait 3 rencontres qu'il est absent du groupe des Bordelais, donc qu'on ne le voit pas jouer. Et c'est pas pour une raison de blessure musculaire, de maladie ou autre. C'est un peu plus surprenant. C'est Sud-Ouest qui a balancé l'information aujourd'hui. En fait, il a subi une intervention médicale privée, des implants de barbe qui ont entraîné des complications et de la fièvre. Donc Younous Sankaré a raté depuis 3 semaines des matchs avec les Girondins de Bordeaux pour des implants de barbe qui ont mal tourné. Voilà, je voulais vous faire part de cette blessure qui va sûrement entrer au... On se met... Moi, c'est naturel. Moi, je croyais qu'on faisait ça pour les cheveux. On fait des implants de cheveux et apparemment je ne connaissais pas, je n'y avais pas recours non plus, mais on fait aussi des implants de barbe. Non mais s'il ne se rase pas, la barbe elle pousse. Mais s'il n'en a pas de base en se rasant, il n'y a rien qui pousse. Enfin, on espère en tout cas que Younous Sankaré va bien, mais voilà. C'était l'information insolite du jour. Tribune Nord, c'est aussi en vidéo sur les Facebook de France Bleu Nord et de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Allez, on va. Donc il nous reste le temps d'une thématique. Il y en a 2.
Il reste 20 minutes, Christian. Il y a Lens et Valenciennes. Il y a Lens, Valenciennes, il y a le Palc Capif. Il y a un gros quart d'heure. Donc voilà. Alors, Maxime Lictevoet, France 3 Nord-Pas-de-Calais. Benoît de Quevauville, je vais très vite. Médiacité, France Bleu Nord. Cédric Van Gotem, agent de joueur. Sylvain Morvan, Médiacité. Et Jean-Marc Devray, France 3 Nord-Pas-de-Calais. Alors, on va passer à Valenciennes. Valenciennes, 4-0. Valenciennes 4-0, superbe. Non seulement 4-0, c'est magnifique, mais en plus, un match abouti, quoi, un match agréable, même si François Launay m'a dit qu'au début c'était un peu compliqué, il avait raison, mais vraiment un match abouti, un match... Il y a eu un poteau en début de match, un but refusé, on a quand même assez vite compris que Valenciennes était au-dessus dans ce match. Ils restaient sur une défaite, ils avaient un peu le traxir, quoi. Une défaite vraiment, dommageable, hein, chez la Lanterne Rouge, le Red Star, et là ils se sont bien relevés face à une équipe Ajaccio qui était plutôt en forme. Messieurs, que voulez-vous dire sur Valenciennes, sur le parcours sportif de Valenciennes, à part qu'aujourd'hui c'est une équipe qui vaut au mieux le milieu de tableau, que bien évidemment... C'est pas le problème. Mais bien sûr que si, ça veut dire, mais bien évidemment qu'ils vont rester en Ligue 2 parce qu'ils ont des individualités qui vont leur permettre de rester entre la 10e et la 12e place. Ouais. Ils ont de temps en temps des manifestations comportementales cycliques positives, et là ils gagnent, voilà. Mais ils sont capables d'aller se prendre des claques au Red Star. Oui, c'est ça que j'ai jamais compris. À 11-10. Mais oui, mais parce que cette équipe, elle a pas de talent extraordinaire. Attendez, excusez-moi. Mais non, elle a 3 bonnes individualités. Le reste, c'est très moyen, très très moyen. Mauricio, c'est Mauricio. Bon. Robaille, c'est bon. Roudet, c'est bon. Alors après, on commence déjà à baisser en qualité. Saliou 6, c'est un joueur de Ligue 1. Oui, mais il vient d'arriver, il gère ses efforts, voilà. Bong a été bonne recrue en défense centrale. Oui, c'est du niveau, pas de tableau de Ligue 2. Bon joueur de Ligue 2. Damien Perkis. Damien Perkis. Mais oui, je viens de vous dire, mais pas du tout, j'adore Valenciennes. Je viens de vous dire que c'est l'équipe qui vaut la 10e à la 15e place. C'est bien. Ça veut dire qu'elle en a 5-6 plus mauvaises qu'elle, grâce aux joueurs qu'on vient de citer, mais elle en a 10 bien meilleurs. Metz, c'est 20 fois meilleur que Valenciennes. Brest, c'est 15 fois meilleur que Valenciennes. Alors, expliquez-moi pourquoi depuis des années, depuis qu'ils sont descendus en Ligue 2, on s'inquiète dans cette émission. Mais parce qu'il n'y a pas d'argent, ils renforcent jamais, c'est toujours de briquet de broc. Est-ce que vous pouvez faire une saison complète avec un meneur de jeu de 37 ans, Sébastien Roudet? Non, bien évidemment que non. Donc il manque 4, 5, 6 joueurs pour pérenniser cette équipe. Je vais rebondir sur notre ami Sylvain Morgan. Dans vos investigations, vous avez pas vu trace de Edith Vieck, l'actuel président? Alors non, mais on a parlé de Paolo Tavares et de son projet de rachat de Valenciennes avec le ministre Éric Besson. Voilà, et ils étaient en négociation exclusive en janvier. Ils n'ont pas justifié de leurs fonds dans le cadre du processus de rachat, et donc on est de retour à la case départ. Est-ce qu'ils avaient des fonds? Oui, ils avaient des fonds quand même. C'était pas bidon. En tout cas, ils n'ont pas justifié de leurs fonds. Hein. D'accord. Ils n'ont pas pu apporter les preuves comme quoi ils en avaient. Donc on en est resté là, et aujourd'hui, je crois que le président cherche toujours à céder le club. Oui, on n'entend plus parler de rien, puisqu'il y avait 3 repreneurs potentiels. Là, c'est calme plat depuis le 31 janvier. On se demande vraiment... Et moi, je peux vous dire, pour avoir vu vendredi, j'étais au point. C'est votre nouvel ami Edith Vieck. Parlez-nous d'Edith Vieck, Christian Palka. J'ai vu un Edith Vieck détendu, rayonnant, sympathique avec moi, sympathique. Vous avez vu le carton bleu qu'on leur avait mis la semaine dernière? Ça m'a fait plaisir. Un carton bleu royal à Valenciennes. Vous mettez des cartons bleus à tiroir, il y en a 5. Vous en mettez un, il y en a 5 en dessous. Mais Christian, c'est normal. Est-ce qu'on a lu cette semaine, à limite, on peut le remercier de ne pas avoir vendu le club? Oui. Hein? Oui. Cela dit, messieurs, aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, la mondialisation du foot, Edith Vieck, il a tout à fait raison d'attendre, parce qu'il y a des investisseurs de pays exotiques qui ont énormément d'argent. Aujourd'hui, il faut comprendre que l'argent, il est où? Il est en Asie, il est au Moyen-Orient. Voilà des pays qui sont blindés d'argent, donc qui peuvent très bien arriver pour des questions de communication, de valorisation d'image, ou tout simplement mercantile, pour faire du business. Parce que je vous rappelle quand même, monsieur Christian Palka, qu'à un moment donné, il est 19h47. Juste une chose, c'est qu'à un moment donné, il y a un investisseur qui est arrivé à Lens, à l'époque où Gervais Martel avait des grosses difficultés. Non, un autre qui n'a pas repris le club. Mais un monsieur qui était d'immobilier au Luxembourg et en Belgique, monsieur Mac.
Maquet. Maquet, Et oui. qu'est-ce qu'il avait fait, monsieur Maquet? Avant de donner sa décision pour le club, il avait rencontré le maire de Lens en lui disant qu'est-ce que je peux faire comme business immobilier dans votre ville? Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas des terrains à m'offrir pour que je puisse bâtir des hôtels, des immeubles, etc. etc. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a des investisseurs qui ont tellement d'argent qu'un petit club de foot à 20 millions d'euros, c'est de la rigolade s'ils peuvent derrière faire du business avec le tissu économique local. Bah, moi, j'en connais un qui à un moment songeait, même sans le dire, sans le crier, de reprendre le club de Lille à Michel Sédou. Vous le connaissez bien d'ailleurs, Très hein. bien, Très bien. Le problème pour Valenciennes, ça va être aussi de garder ses meilleurs joueurs en fin de saison. On a des supporters valenciennois qui nous font remarquer sur le Facebook de François Nord-Pas-de-Calais. C'est voilà, Masson, Mauricio, on en parlait. Oui, et Masson, c'est les seuls, ce sont les seules valeurs marchandes du club qui va avoir du mal à se maintenir. Et ça fait un peu un éternel recommencement de vous vendez vos meilleurs joueurs pour vous maintenir. En tous les cas, c'est un éternel recommencement. Attendez, tirons un coup de chapeau et on passera directement après à Lens. Tirons un coup de chapeau aussi au centre de formation de Valenciennes, qui tous les ans sort des mecs, voilà, des jeunes. Voilà. Quand je parlais de... On a Cabral qui a signé son premier contrat pro. Quand je parlais de Julien Masson à Réginald Ray, je dis il sort d'où lui? Non, pas Julien Masson, le nouveau là, qui a marqué 2 buts le match à... Cabral, il me dit... Non, mais Olivier Billota, grand professionnel, Olivier Billota. Absolument, il me dit d'en face. Il avait déjà officié à Lens. Du centre de formation. Allez, il est 19... Cela dit, monsieur Palca, non mais un tout petit mot, très court. Vous vantez tout le temps les centres de formation de Valenciennes. Et de Lille et de Lens. Celui de Lille est bien, celui de Lens est bien, celui de Lyon est bien. Il y a plein de centres de formation. Sauf qu'on pourrait quand même s'interroger sur une toute petite chose. Depuis le limogeage de Claude Puel à Leicester, plus un seul technicien français n'officie à l'étranger. Voilà, ça c'est une vraie interrogation sur les années à venir. Il est 19h49, on va parler de la catastrophe de ce week-end pour les clubs nordistes. Pourquoi c'est une catastrophe? Attendez. C'est pas une catastrophe, c'était prévisible. C'était prévisible. J'y étais, moi. Oui, mais c'était prévisible. Peut-être c'était prévisible, mais pas de la façon dont ça s'est fait. Je peux vous dire que Philippe Montagnier était décomposé. Il y a la photo, vous regardez la photo dans la Voix des Sports d'aujourd'hui, il est, on dirait un croque-mort. Oui, d'ailleurs, en conférence de presse, il n'a pas été tendre avec ses joueurs, ce qui n'est pas du tout son habitude. C'est pas du tout son habitude. Ouais, donc. Faire un jingle peut-être, non? Non. Je voyais que vous. Non, des yeux de Merlan-Fri, là. Non, il n'y a plus que 4 minutes, on va passer au Palcapif. 4 minutes pour Lens, pour parler d'une catastrophe dans le fond. Ils sont à leur place, monsieur Palca. Ils sont à leur place, Lens. Pour ceux qui pensent que le Racing Club de Lens peut terminer dans les 1 ou 2, ils se trompent. C'est une équipe qui a moins de talent que Metz et Brest. Donc c'est une équipe qui va s'accrocher au rêve de participer au barrage. Est-ce que vous avez dit ça? Est-ce que vous avez dit ça à Monsieur Joseph Ouglorian? Je ne le croise pas tous les matins. Mais moi, je ne le croise pas tous les matins comme vous. Vous croisez tous les dirigeants régionaux. Mais mon cher Christian, mais le Racing Club de Lens n'est pas armé. Je pense, n'est pas armé pour jouer les 2 premières places. Après, Lorient a des gros problèmes à domicile régulièrement. Le Paris Football Club a battu Lens, mais il nous a aussi montré des choses à l'extérieur pas extraordinaires. Le Havre est en train de revenir. Il va y avoir une course à 4 ou 5. Non, c'est 3. Oui, ou Orléans. Il va y avoir une course à 4 ou 5 pour la 3e place, parce qu'il vaut mieux être 3e, recevoir pour les barrages. Mais ça va être très compliqué pour le Racing Club de Lens. Sauf qu'après 10 matchs, on ne disait pas ça, Benoît. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ça dépend qui. C'est vrai que je crois qu'il était assez. Non, mais de manière générale, je ne parle pas de Benoît en particulier. Mais Cédric, après 10 matchs. de toute façon, qui pouvait penser qu'une équipe renouvelée à 90% l'été dernier aurait immédiatement accédé à la Ligue 1? Très honnêtement. Donc, alors, oui, le début était très flatteur. Le début de saison était très flatteur. Donc ça fait illusion quelque part. Bien sûr, ça fait illusion. Non, mais si. Une équipe renouvelée avec un début très flatteur, ça veut dire qu'ils ont assimilé les principes de jeu tout de suite. Donc le plus dur est fait, à mon avis. C'est hyper long. Il y a plein de paramètres qui entrent en jeu pour une équipe qui monte sur la durée. Le championnat, il dure 8 mois. Il faut des joueurs dans la durée. Regardez, là, ils ont perdu leurs 2 centraux. Ils ont perdu Radovanovic et Tarat, qui a quand même été un élément très, très problématique. Quand Gomis a commencé à plonger, il n'avait pas le joueur. Les supporters lensois voulaient mettre un carton rouge à Gomis, d'ailleurs. Mais il n'avait pas un joueur derrière pour prendre le relais de Gomis. Mesloub, excusez-moi, moi je suis pas un inconditionnel de Mesloub. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Je pense qu'en hiver, il a beaucoup moins de rendement, peut-être à cause de son jeu, de sa façon de faire. Il y a quand même, excusez-moi, mais il y a un confrère qui a posé la question à Montagnier au dernier match. Est-ce que quand votre meneur de jeu, Walid Mesloub, est sur le banc, ça va pas mieux? Alors Montagnier était embêté pour répondre, c'est son relais dans le vestiaire. Mais excusez-moi, quand ils ont gagné à domicile le dernier match, Mesloub était suspendu. Duverne, depuis qu'il est
est revenu, c'est son plus mauvais match. Ouais, exactement. C'est ça qui m'a un peu surpris. Ça peut arriver, vraiment ça peut arriver. de la charnière centrale. L'attaquant, comment il s'appelle là? Qui a encore été titularisé deuxième fois de suite, c'est pas une réussite non plus. Ah, mais ils ont un gros problème d'attaque. Fantôme. Ben Sharkey, Peter Brady, je vais Ben l'appeler, Sharkey, qui est un c'est pas un fantôme. attaquant de pointe. Crayon Kier, il est insuffisant à ce poste-là. Je dirais que le seul qui s'en sort, qui sort la tête de l'eau, c'est le petit Mounir Chouillard. Il ne peut pas faire tout seul. Il manque un ou deux éléments offensifs de grande qualité. D'ailleurs, je crois que Guillaume Gillet, alors vous allez me le confirmer, moi j'étais pas à Paris. Oui. Gillet aurait dit, c'est ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, mais je fais très attention avec les réseaux sociaux. Est-ce qu'il a dit, nous n'avons ni le mental, ni la qualité dans les deux. Bon ben voilà. Guillaume Gillet, qui a 200 matchs de Ligue 1, qui est ancien international belge, quand il vous dit notre équipe n'a pas la qualité ni le mental, bah, écoutez-le. Et il rajoute, on a enchaîné quelques victoires là, mais il a rappelé devant qui, hein? Bon ben voilà. Lens est moins fort que les 4-5 équipes moins fort que Metz, moins fort que Brest, moins fort que Lorient et Paris. Moi, ce qui me semble de toute façon, c'est que tous les joueurs de Lens n'arrivent pas à jouer bien en même temps. Ils ont depuis les ans tous des bonnes séries, des mauvaises séries. Et ce genre de club qui se reconstruit, une équipe qui se reconstruit, ne peut pas se permettre ce genre de choses. Il faut la régularité. Ils l'ont fait pendant un temps. Mais pas tous en même temps. Les Christian, un championnat, c'est 8 mois. Oui, voilà. Je suis d'accord. C'est les équipes qui vont au bout, c'est celles qui sont régulières sur toute la durée de la compétition. Je connais bien depuis longtemps, très longtemps, Philippe Montagnier. C'est un malicieux, c'est quelqu'un qui beaucoup de psychologie. Je crois qu'il est un peu embêté là. Je crois qu'il est vraiment embêté et qui cherche après perdu. Voilà. Ou les cœurs, il faut qu'ils accrochent les barrages. Pourquoi il est embêté? Parce que je peux vous dire que c'est impératif pour Lens de monter en Ligue cette année. Oui. C'est-à-dire que M. Ougourian, et d'ailleurs relisez le papier dans Médiacité, il le dit en substance, c'est que M. Ougourian est un financier, il a des idées, il a dans sa tête des seuils de rentabilité, il a dit qu'il mettrait 20 millions d'euros quand il est arrivé il y a 3 ans, il a mis les 20 millions d'euros, il mettra plus jamais un centime de plus dans le club, c'est-à-dire que si ça ne monte pas cette année, gros problème au mois de juin. Il reste 3 minutes d'émission, messieurs, on va passer au Palcapif. C'est important, c'est ça. Le Palcapif. Vous avez peut-être entendu un petit peu Cédric Van Goten qui disait que c'était important le Palcapif cette semaine. Effectivement, messieurs, je m'étais beaucoup moqué de lui pour ses pronostics calamiteux ces dernières semaines. Il est très bon. Il nous a fait un 4/4 magistral. Là. Il connaît victoire bien de Lens face à Niort, victoire de Lille, victoire de Valenciennes et défaite de Lens au Paris. Rappelez le classement. Le classement. Moi, je vais noter parce que je vais vous annoncer un truc. Je fais une tentative jusqu'à la fin. Benoît de Quevauville est en tête, 21 points pour les détails. Jean-Marc est deuxième avec 16 points, mais il faudrait remettre au prorata parce que Jean-Marc n'est pas mis à toutes les émissions. Grâce à ce 4/4, Cédric remonte 3e sur le podium. Et Christian, combien de points? 12. Jean-Marc est à 16. Et vous êtes à 11, 4e. Donc et moi, je suis pas dernier. Non, c'est moi le dernier. Non, mais je rencontre toujours un gars à Roubaix qui fait du vélo avec moi, il dit je suis dernier. Non, vous n'êtes pas dernier. Alors, ma méthode, et on va voir si ça marche. Aujourd'hui, pour moi, je vais vous donner mon pronostic tout de suite. 3 victoires. Mais vous faites ça toutes les semaines ces derniers temps. 3 victoires. Ça marche. Victoire de Valenciennes donc à Brest, de Lens face à Auxerre et de Lille à Saint-Etienne. Ouais. Jean-Marc Devret, votre pronostic? Alors, défaite de Valenciennes à Brest. Oui. Défaite aussi de Lille. D'accord. Et puis, je vais pronostiquer quand même victoire de Lens. Et victoire de Lens. Sylvain Morvan, vos pronostics? Alors, mon papa est né à Brest, donc j'ai envie de dire Brest va battre Valenciennes. Lens-Auxerre, c'est un beau classico des années 90, mais je vais dire Lens parce qu'ils sont un peu dos au mur. Et Lille victorieux à Saint-Etienne. Lille qui continuera une très bonne série donc dans ces cas-là. Cédric Van Goten, vos pronostics? Lens, Brest et match nul sur Saint-Étienne. Match nul sur Saint-Étienne contre Lille. Benoît de Quevauville. Ouais, le problème avec Saint-Etienne, c'est que c'est le retour de Galtier, qu'en général les coachs perdent rarement contre leur ancien club. Moi, je vais dire victoire. Je vais faire une grosse cote. Victoire de Valenciennes à Brest. Victoire de Valenciennes à Brest. Vous n'êtes pas le seul à l'avoir dit. Victoire de Lens. Non, mais c'est une grosse cote. Ouais, mais Christian, c'est du Palcapif, comme son nom l'indique. Moi, j'essaye d'avoir 2-3 éléments objectifs, même si ça reste du pif. D'accord. Lens, victoire de Lens contre Auxerre à domicile. Saint-Etienne. Nul entre Saint-Etienne et Lille. Donc, pas 3 victoires. Vous n'êtes pas comme Christian aussi optimiste. Allez, j'ai un petit mot à dire après derrière. Ce sera moi, je vois bien Valenciennes continuer sa série. Lille à Saint-Etienne, ce sera un bon match nul ramené par les Lillois, je pense. Et Lens va se refaire face à Auxerre. Donc, victoire. Exactement les mêmes pronostics que Benoît. Ouais. Qu'est-ce que je serais content d'avoir raison la semaine prochaine. Ils ont tous réfléchi. Moi, j'ai balancé comme ça. Ouais. Bon, voilà. Alors, simplement, national, résultat de national et de national 2. National, Boulogne s'est incliné à Avranches 2-1.
et Dunkerque a fait match nul à Quevilly, face à Quevilly 0-0. Je peux vous dire que Dunkerque peut encore descendre. Hein. Il y a 16e Dunkerque. Il y en a 2 ou 3 qui descendent. 4. Ah bah Dunkerque, ils sont mal partis. Par contre, pour Boulogne, vous pouvez aller en vacances, vous risquez plus de monter. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est en National 2. Croix a encore été battu par l'équipe de Lens B, alors que Créteil a fait un carton face à l'équipe de Reims B. Créteil est premier avec 40 points. Croix est 4e avec 32 points. Donc ça va être dur pour Croix de monter. Vous allez peut-être avoir raison. Bah, la Coupe de France aura coûté cher, voilà. Merci. On dit merci, voilà, c'est terminé. Merci à tous. Merci Maxime, merci Benoît de Quevilly, merci Cédric Van Gotham, merci Sylvain Morvan. Morvan, c'est vrai un nom breton. Et merci Jean-Marc Devray, France 3 Nord-Pas-de-Calais. Bonne soirée à tous.